Après, les outils qu'on va y mettre, c'est propre à la personne. Est-ce que la personne a peur du fléchissement thymique, de l'anxiété sociale, de la gestion d'une remarque, de la gestion de la fatigue, de la gestion des horaires? Et c'est là où on rentre vraiment dans le cœur de la réhab, c'est que tout ça, c'est vraiment très individuel, très sur mesure. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Rintaud qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que la réhabilitation. L'objectif, c'est de comprendre lorsqu'on est bipolaire, est-ce qu'on peut se rétablir et un petit peu sa vision du sujet. On a la chance d'avoir un psychiatre qui a en plus écrit un livre sur le sujet, Soyez réhab. Et je te laisse te présenter, Nicolas. Bonjour à tous, déjà merci de l'invitation. Donc je suis Nicolas Rintaud, j'ai 36 ans, je suis psychiatre au CHU de Montpellier où effectivement je m'occupe de 2 unités qui accompagnent des personnes avec une maladie psychique dans leur parcours de rétablissement. Une unité qui est plutôt spécialisée dans la schizophrénie, une autre unité plutôt centrée, accompagnant tous les usagers de la psychiatrie qui le souhaitent, mais plutôt centré sur la réinsertion professionnelle. Et est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta vision au niveau justement de l'accueil des patients et ce que tu fais dans tes services? Ma vision, on va dire, même si c'est il y a des choses, c'est juste de coller finalement aux vraies définitions du rétablissement et de la réhabilitation psychosociale. Moi, j'ai jamais été formé sur ces questions-là. Paradoxalement. L'idée, c'est que quand on a ouvert le centre et même quand on a réfléchi dessus, l'idée, c'est de coller aux mots. Donc, pour moi, quand j'ai lu les définitions rétablissement, réhabilitation sociale, rétablissement, pour moi, c'est ce qui appartient à l'usager dans son parcours, en fait. Qu'est-ce qu'il veut faire, comment il se juge rétabli, comment il voit sa vie, quels sont ses critères à lui d'une vie épanouissante. Donc, de principe simple, je me suis dit que de toute façon, la définition, elle est propre à chaque usager, que moi, je n'ai pas à en faire une et que finalement, le rétablissement, ça ne nous appartient pas du tout aux soignants ou aux aidants. Ça, c'est bien propre à l'usager. C'est la personne, qu'est-ce qu'elle veut et quand est-ce qu'elle le veut. La réhabilitation, par contre, au sens large, alors pour moi, c'est comme une grosse boîte à outils, où on doit absolument pouvoir tout mettre, ce qui peut être aidant pour un usager, pour lever les obstacles potentiels qui se mettent entre lui et ses projets de vie. Donc évidemment, dans cette boîte à outils, alors il y a tout ce qu'on connaît un peu de manière généraliste et qui est plutôt orienté rétablissement médical, que ça soit travail des habiletés sociales, éducation thérapeutique, de la remédiation cognitive, des choses comme ça. Mais évidemment que la réhabilitation psychosociale, ça ne doit pas être que ça. On accompagne des projets de vie, et du rétablissement personnel et pas que médical. Donc il faut que dans cette boîte à outils de réhabilitation psychosociale, il y ait aussi tout le reste. Comment on accompagne les gens sur le retour à l'emploi, sur le logement, sur leur vie sociale, sur leur vie amoureuse, dans leur sexualité, dans leur spiritualité. Bref, comme il y a autant d'usagers qu'il y a de projets, il faut pouvoir avoir une boîte à outils géante. Et sans présumer de ce qui pourra, de ce qu'on y met aussi. Il ne faut pas que ça soit qu'une vision de soignant de ce qu'on y met dans cette boîte à outils. Faut que ça soit, il faut être ouvert aux propositions des usagers de ce qui pourrait être aidant. Souvent, on présume beaucoup de ce qui pourrait être aidant ou pas. Je pense qu'il ne faut pas. Il faut vraiment être très large dans ce qui peut être aidant. Alors, évidemment, quand on s'occupe de rétablissement médical, le mieux quand même, c'est qu'il y ait des outils un peu validés, parce qu'on ne va pas proposer des choses qui n'ont pas montré d'efficacité aux gens. Mais après, il ne faut surtout pas présumer de ce qui pourrait être aidant. Et la meilleure des façons de faire ça, c'est demander à l'usager, en fait. Si lui, il a une idée, il faut pouvoir remplir cette boîte à outils. Et petit point, mais je le décris un peu comme ça dans le livre aussi. Pour moi, cette boîte à outils, elle doit pouvoir être miniaturisée pour être emmenée partout par l'usager. Parce que le grand principe, en tout cas moi mon point de vue sur le sujet, c'est qu'un centre de réhabilitation, ça doit être un passage pour un usager et pas une fin. Le but, c'est qu'il devienne son propre outil et qu'il puisse après se débrouiller sans forcément une unité à côté de lui. Et ça, c'est encore compliqué à faire comprendre en psychiatrie.
On a cette idée qu'il faut être toute sa vie un peu associé à un hôpital de jour, à un CMP, ce qui n'est pas terrible parce que finalement, on a l'impression que si on s'en sort, c'est forcément parce qu'on avait une structure à côté, ce qui n'est pas vrai. On s'en sort parce qu'on a des forces sur lesquelles on s'appuie. Et puis, bah, donc en termes d'estime de soi, d'être associé 10 ans à une structure, c'est pas forcément terrible. Et puis la réalité, c'est qu'en plus, voilà, ça doit être des passages et ça remet la personne au centre hein, de ses envies et de ses compétences. L'usager a un rôle primordial, on l'a dit, hein, dans son rétablissement. 95%, c'est lui. Hein, donc l'idée, voilà, c'est aussi, je pense, que les personnes deviennent leur propre outil et pas avec cette idée un peu paternaliste qu'il y aura toujours besoin d'une structure avec eux. C'est vraiment une vision holistique en fait, et de dire voilà, le patient est au cœur de son rétablissement, donc c'est sa propre vision, c'est à lui de se créer en fait sa boîte à outils, et vous, le corps médical, vous êtes là pour l'accompagner dans ses démarches et en fait le rendre indépendant. Et j'aime beaucoup cette version des faits. Moi, je trouve en tout cas, qui me convient à cette partie personnelle, où voilà, en fait, chacun est différent et va se créer un petit peu sa boîte à outils. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça parce que c'est un sujet de fond. Pourquoi je te pose la question, Nicolas? En fait, je me mets dans la situation d'une personne qui a envie de se construire cette boîte. Il va être suivi généralement par un professionnel de santé, et comment est-ce qu'il peut la construire avec lui, justement? Alors des conseils, j'en aurais plus pour les soignants. Parce que je pars du principe quand même qu'un usager, quand on le laisse faire et qu'on lui ouvre la porte, en tout cas d'expérience, il peut nous dire rapidement, ce dont il a envie et où ça bloque. Alors c'est sûr qu'après, on peut amener nous une expertise par rapport à des obstacles. Lui aussi peut en amener, une évidemment, mais alors on va dire pour les usagers, je me lance un peu même si j'ai pas de conseils, à donner aux usagers vraiment, parce que moi je vis pas ça, hein, mais bon, déjà c'est de se fermer aucune porte, vraiment. Et c'est pas un discours, bisounours, hein, hyper, moi je le vois tous les jours, des usagers qui réalisent des choses incroyables et pour qui on avait dit, «Wouah, là déjà, s'il y a pas les hospitalisations, ça sera bien». Ce qui est très peu ambitieux quand même. De se fermer aucune porte, que certes c'est difficile, hein, qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des obstacles, mais qu'en se donnant tous les moyens, et quand je dis tous les moyens, c'est plutôt les soignants, il y a des choses, il y a vraiment des belles choses à faire. Il faut être très humble en psychiatrie, hein, on ne sait clairement pas tout faire, on ne sait pas tout identifier, on ne sait pas tout traiter. Parfois, on n'y comprend rien. Mais on a un avantage en psychiatrie, c'est que, heureusement, parce que sinon, vraiment, on ne servira à rien, on n'est pas obligé de savoir forcément d'où viennent les choses ou de les comprendre complètement pour pouvoir aider. Euh, je donne un exemple. Si quelqu'un entend des voix, peu importe d'où ça vient, on a des outils pour travailler ça, plutôt non médicamenteux. On arrive, quand on se penche sur la question obstacle dû à un symptôme ou autre, on a des outils généralement pour chaque obstacle, quel que soit d'où ils viennent en fait. Même si il y a un doute sur le diagnostic, même si un traitement médicamenteux ne marche pas ou que la personne n'en veut pas, il y a toujours d'autres choses. Donc vraiment, pour les usagers, c'est vraiment d'y croire. Parce que, en tout cas, moi, j'y crois vraiment fort. Après, pour les soignants qui accompagnent les usagers dans leur parcours, bah, le gros message, et les aidants en général d'ailleurs, c'est de ne pas avoir peur en fait. J'entends hein, que la peur, notamment pour les familles, quand on a vu son proche rechuter, qu'on a vécu par procuration les hospitalisations, qu'on a dû parfois signer des certificats sous contrainte, des choses comme ça. Évidemment qu'on a peur de la réaction, qu'on a peur que ça recommence, qu'on a peur. Mais malheureusement, on se rend compte que toutes ces peurs, même si elles se veulent empathiques, hein, elles mettent la personne sous cloche. Et protéger de la vie n'a jamais protégé de la maladie. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre encore, parce qu'on a l'impression que si on évite à une personne de se confronter à la vie,
on a l'impression qu'on va éviter qu'elle rechute. Or, moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que si on est chez soi, à rien faire, sans projet, sans espoir, sans avenir, c'est là que c'est dangereux, en fait. Personne ne se soigne au service de juste pas rechuter. Ça n'existe pas, en fait. On se soigne pour pouvoir refaire des projets, on se soigne pour pouvoir reprendre la vie d'avant qu'on avait ou se reconstruire sur une autre vie, mais on fait ça pour un but. Donc si on coupe les gens de leur but, mais quel intérêt, en fait? Moi, je dis souvent, hein, si j'étais dans cette situation-là où on me dit juste de prendre un traitement, de venir faire des activités, que la plupart du temps je suis chez moi, et, et que par bienveillance, on veut me protéger de mes projets, mais à un moment, je crois que je tente ma chance. J'arrête le traitement, j'envoie tout péter, et puis je vois ce qui se passe. De toute façon, ma vie n'est pas épanouissante. Donc, pourquoi je tenterais pas ma chance, en fait, autrement? Donc, à mon sens, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Confronter quelqu'un à ses projets et aux obstacles potentiels, c'est créer un environnement propice à ce qu'il demande de l'aide, déjà. Donc, c'est une meilleure porte d'entrée pour des propositions de soins que l'injonction ou le paternalisme ou l'infantilisation. Et puis, tout simplement, ça, c'est compréhensible pour n'importe qui au-delà de la maladie psychique, c'est que ça met du sens, en fait. On sait pourquoi on a demandé de l'aide, on sait où est-ce qu'on veut aller. Euh, et ça, c'est primordial. Donc, la peur des aidants en général, c'est vraiment aujourd'hui le plus difficile à faire bouger parce que ça guide vers de l'ultra-protectionnisme qui coupe la personne de projets épanouissants et qui coupe la personne de demande d'aide. Donc vraiment, ne pas avoir peur, c'est important, même si, attention, je comprends tout à fait ce frein-là et ces peurs-là, vraiment. Mais, euh, mais personne n'a dit que faire de la réhabilitation psychosociale, c'était facile. C'est extrêmement compliqué d'en faire vraiment. Parce que c'est là où on rentre dans, tu disais, moi, ma vision que j'ai essayé, moi, de transmettre dans le livre, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on fait un peu de la réhab édulcorée. C'est que, alors oui, on commence à entendre les projets des usagers, mais quand même, il faut venir dans un centre si on est stabilisé, et puis il faut être envoyé par son psychiatre, et puis il faut quand même être bilanté un peu avant, et il y aura quand même des groupes un peu obligatoires. C'est déjà pas mal, mais ça va pas assez loin. C'est trop édulcoré, trop sous condition, alors qu'encore une fois, tu me demandais ma vision et je te disais, mais moi j'ai juste collé au terme, c'est qu'est-ce que veut la personne et quand est-ce qu'elle le veut. Point barre. Et c'est hyper intéressant. Et alors, j'avais vu un talk d'une femme qui est schizophrène, justement, qui est canadienne, et qui explique que, en fait, au début de sa schizophrénie, on lui a dit, bah, en fait, arrête de bosser, prends tes médicaments, et t'inquiète pas, tu vas avoir des aides sociales et tu vas pouvoir rester sur ton canapé à fumer tes clopes. Et en fait, elle rechutait tout le temps. Elle Mm. rechutait tout le temps parce que, bah, en fait, enfin, c'était quoi sa vie? C'était rien. Enfin, il n'y avait pas de lien social, elle était isolée, elle gagnait du coup bah, pas très bien sa vie, donc elle pouvait pas consommer comme elle l'entendait. Et le jour où elle s'est dit, non mais attends, c'est bon, moi, je peux trouver un boulot, je peux avoir une vie épanouie. Je crois qu'elle est devenue neurologue de mémoire. Et maintenant, elle fait des conférences, elle inspire des millions de personnes. Et moi, j'adore cette vision de se dire qu'en fait, c'est pas incompatible d'avoir un boulot, d'avoir une vie épanouie. Et pour ça, il faut bah, créer sa propre boîte à outils. Il y a un truc dont tu parles un petit peu et que je trouve intéressant de creuser, c'est la relation en fait qu'on doit créer avec le corps médical et notamment son psychiatre, que je trouve qui est pas facile de justement bah, arriver dans une certaine, allez, on va dire, cohésion, de dire, voilà, j'ai mes objectifs à moi, toi, en tant que psychiatre, tu as tes objectifs, parce que, et comment est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, mettre les deux ensemble? Parce qu'il y a certains moments, enfin, moi, je te parle de beaucoup de témoignages que j'ai entendus, où en fait, il y a une peur du psychiatre, il y a une peur de dire, ah bah ouais, mais j'en peux plus avec ces médicaments, j'arrive plus à vivre correctement, j'arrive pas à travailler. Et j'ai peur de le dire à mon psychiatre parce que je sais pas comment il va réagir. Mm. Et généralement, quand cette rupture commence à se créer, la personne va arrêter un peu ses médicaments tout seul, et c'est souvent là que c'est la catastrophe. Quels sont
voilà ton avis ou même tes conseils là-dessus. Alors, c'est pas facile parce que ça dépend à quel soignant en général auquel on s'adresse, quel psychiatre on s'adresse. C'est sûr que il y a beaucoup encore de psychiatres qui pensent que leur travail consiste au rétablissement médical, donc réduire les symptômes. Donc déjà, quand on amène du rétablissement personnel là-dedans, c'est compliqué parce qu'il peut ne pas être entendu. Donc, effectivement, d'amener sur la table, d'accord, les symptômes, etc., mais ma vie en général aussi, j'aimerais en parler, bah c'est quand même pas facile si en face, on ne sent pas qu'il y a un retour par rapport à ça, ou si la personne ne se sent pas concernée. Il y a encore beaucoup de psychiatres, alors pas des mauvais psychiatres hein, du tout, mais qui considèrent, alors soit par, je ne sais pas, quelque chose un peu stéréotypé, ou soit par conviction, soit par que leur boulot s'arrête au rétablissement médical. Voilà. Que le rétablissement personnel, retravailler, les logements, c'est quelqu'un d'autre en fait dans la boucle. Le médico-social et donc, et tu parlais de coordination, le problème c'est que c'est ça, c'est comment coordonner rétablissement médical et personnel si c'est fragmenté à droite, à gauche, donc ça n'a pas de sens. Tu donnais l'exemple. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà, il faut se positionner. Déjà, un truc simple, hein, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec son psychiatre et vice-versa. Moi, il y a plein d'usagers que je suis en consultation où souvent, bah, on arrive à un moment, bah, écoutez, là, on a un avis différent. Mais finalement, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas la même place. Et si tu rajoutes la famille, généralement, la famille a un troisième avis en plus. Mais ce qui est normal, parce que quelque chose, un argument qui va me parler à moi en tant que soignant, ne va pas être parlant pour un usager ou moins parlant pour une famille. Bah, c'est déjà de rendre ça normal. C'est normal, a priori, sur une situation a priori où on a au minimum 2 ou 3 positionnements différents, qu'on ne soit pas d'accord tous ensemble. La question, c'est où est-ce qu'on se retrouve, en fait. L'exemple que tu as donné, je trouve on peut s'en servir. On a dit, ben, arrêtez, commencez par prendre votre traitement, arrêtez de travailler, on verra après. En fait, l'idée, il faut le tourner dans l'autre sens. C'est vous souhaitez travailler, ça tient en 3 questions. Quand ça? C'est quoi, à votre avis, sur quoi on s'appuie pour que vous le fassiez? Et qu'est-ce qui peut bloquer? Et là, tu rentres dans quelque chose, on va prendre un exemple très concret. Là, tu as dit que cette personne est atteinte de schizophrénie. Donc, bah oui, moi, j'aimerais bien retravailler. Déjà, tu ouvres une porte à la discussion. Par contre, le problème, c'est que bah, les traitements, ils m'endorment. Donc, j'ai peur de ne pas pouvoir me concentrer au boulot. Bah ouais, c'est vrai. Mais en même temps, il y a un truc qui m'empêche encore plus de me concentrer, bah, c'est les voix. OK. Et là, déjà, toi, tu as ouvert une porte. C'est-à-dire que tu as ouvert des portes. OK, vous voulez travailler. La porte est grande ouverte. Qu'est-ce qui peut bloquer? Eh bien, va falloir qu'on réfléchisse sur la sédation du traitement. Mais par contre, va falloir qu'on réfléchisse aussi sur les voies parce que vous nous dites que c'est gênant pour travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baisse un peu le traitement pour qu'il endorme moins, mais qu'il maîtrise toujours les voies si c'est le cas? Est-ce qu'on propose autre chose pour les voies? En fait, tu amènes de la nuance, mais encore une fois, tu t'amènes du sens. Et comme tu dis, à un moment, si c'est juste bah, faites ci, faites ça dans cette temporalité, bah, ça ne peut pas être ce lien-là, en fait. On décide déjà de beaucoup de choses dans la vie des personnes avec une maladie psychique, on ne va pas en rajouter sur savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler avec son psychiatre de ses projets de vie, tout simplement, et des obstacles inhérents au traitement, à la maladie ou à autre chose que ça comporte. Après, s'il faut aussi voir, moi c'est souvent quelque chose que je dis aux familles notamment, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, qu'on trouve ça nul ou pas, un psychiatre, ça ne connaît pas tout en termes de connaissances et ça ne connaît pas tout, surtout en termes de réseau. Notamment quand on rentre dans le rétablissement personnel. Moi, j'ai des collègues qui sont d'excellents psychiatres, mais parce qu'ils ont un poste plus intra-hospitalier, plus voilà, d'hospitalisation complète, tout ça, bah, le réseau, ils le connaissent un peu moins, ce qui est normal. Mais par contre, le conseil que je pourrais donner aux usagers, c'est que si vous ne posez pas la question à votre psychiatre, est-ce qu'il existe des choses pour ça, pour ça, pour ça se trouve, il saura. Ça se trouve, il ne saura pas et il fera une recherche où il se renseignera.
Mais si on ne lui en parle pas, il ne risque pas de se renseigner. Après, s'il ne se renseigne pas, et s'il ne répond pas à vos attentes, après, un psychiatre, c'est comme tout, hein, ça peut changer. Hein. Alors, j'entends que ce n'est pas simple, qu'il y a parfois la sectorisation, parfois des programmes de soins, donc ce n'est pas aussi simple que ça. Mais effectivement, je peux que entendre que parfois on soit un peu freiné pour demander de l'aide ou pour parler de ses symptômes ou pour parler de projet de vie, si on a l'impression qu'à chaque fois la réponse va être médicamenteuse ou en tout cas peu entendue. Et ça, je pense que le travail, il n'est pas tant à faire par les usagers, il est à faire par nous, soignants, en fait, en déstigmatisant, en expliquant, en redéfinissant les frontières de nos métiers aussi, hein, c'est vraiment important, qu'on n'est pas là juste pour soigner des maladies, qu'on est là pour accompagner les gens dans leur globalité. Euh, d'où les centres de réhab qui se créent un peu, d'où d'où le livre, mais c'est sûr que moi je considère, et c'est ce que je dis à mon équipe, on est là pour collaborer avec des usagers sur le projet de vie, et tout le reste du temps, on est là pour créer un environnement propice à leur épanouissement. Que ça soit à l'hôpital, que ça soit dans les consultations, que ça soit auprès des équipes de soignants, que ça soit auprès de leur famille, que ça soit auprès d'entreprises. Et ce travail, c'est un long travail de fond, de déstigmatisation, d'explication, et puis de se battre en fait pour ces principes-là, hein, et d'essayer que cette vision de la manière d'accompagner les gens, elle devienne plutôt unanime et se répande un peu partout, plutôt que ce qui est le cas à l'heure actuelle, ce qui est encore trop la minorité, et ou encore une fois un peu trop édulcoré sans condition. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. En fait, il y a un truc qui revient beaucoup dans ce que tu dis, et je te rejoins à 100%, c'est vraiment cette vision globale. C'est d'arrêter de se dire que, en fait, pour accompagner quelqu'un qui a une bipolarité, par exemple, c'est pas juste des médicaments, c'est pas juste un rendez-vous psychiatre, ou c'est pas juste aider la personne à trouver un travail. C'est l'ensemble de ça, on parle de, qui va faire que petit à petit, je parle toujours de piliers personnellement. Et je fais un peu la comparaison avec un jeu vidéo en disant, nous, on joue le jeu en mode difficile. Il y a des règles qui jouent en mode facile, et il y en a d'autres qui sont en mode difficile. Il y en a même qui sont en mode hyper difficile. Expert. Et donc, en fait, à un moment, soit quand le boss arrive, donc dans mon cas, ça va être par exemple la dépression, ou une déprime pour d'autres personnes, si j'ai pas un équipement au top niveau avec le super bouclier, la super épée, et donc mon bouclier, ça va être le psychiatre, mon épée, ça va être, j'en sais rien, mon courage, ma famille, je vais avoir mon casque qui va être mon psychologue, et si j'ai pas tous mes piliers et mon équipement complet, le jour où va y avoir une crise, le jour où va y avoir un moment déstabilisateur, j'ai des chances de rechuter. Et Ouais. c'est comment est-ce qu'on va construire cet équipement au fur et à mesure, et cette équipe. Et je suis assez intéressé par ça, Nicolas, au niveau justement de tes équipes, comment est-ce que tu fais entre, parce que le psychiatre, si on regarde aussi les chiffres, il n'a pas un temps illimité. Il ne peut pas passer toujours 2 heures comme ça pourrait l'être et devrait l'être, hein, ce serait beau. Mais comment est-ce que tu fais justement pour coordonner ces équipes pour atteindre les objectifs du patient et pas l'objectif justement du psychiatre? Finalement, c'est assez simple. C'est le rôle du case manager, en fait, donc du référent qui est garant de la collaboration avec l'usager. Le rôle d'un case manager, c'est simple, hein, c'est d'accompagner l'usager dans ses projets, dans sa temporalité et en qualité de projet. Hein, c'est pas là pour l'accélérer, freiner ou l'orienter vers autre chose. Et de deux, c'est de coordonner au service de l'usager tous les intervenants autour ou tous les gens qui gravitent autour de la personne. Psychiatre, psycho, tuteur s'il y en a un, famille, s'il y a un éduc, en gros tout le monde. Donc le gros travail, il est là, de coordination. Faut savoir que moi, par exemple, dans le centre dont je m'occupe, je ne suis pas le psychiatre traitant de tous les usagers. Hein. Ils ont tous un psychiatre traitant. Alors, j'ai des usagers que je suis qui sont dans le centre, mais voilà. Donc, mais finalement, dans ce fonctionnement-là, c'est le psychiatre qui a finalement le moins de choses à faire et qui a une toute petite partie.
C'est bien pour ça qu'un psychiatre n'est pas case manager, hein, de toute façon. Donc, le boulot pour moi d'un case manager en réhabilitation, voilà, c'est cette coordination. De dire, voilà, et surtout, mais donc, ce qui est hyper compliqué. Alors, plus il y a de gens, plus c'est dur à coordonner. Et puis, bah, c'est un truc de lien et d'explication tout le temps. Parce que parfois, c'est des petits détails, hein, mais c'est bah, d'être sûr que bah, l'usager, il n'a pas rendez-vous avec son psychiatre au moment où il a un entretien d'embauche, en fait. Ça paraît bête, hein, mais si on a compartimenté ça, bah, parfois ça arrive. Et on dit, bah, vous avez été à votre entretien d'embauche, ça a été? Bah non, du coup, j'ai annulé parce que j'avais mon psychiatre. Ce qui n'est pas logique parce qu'on accompagne les gens pour qu'ils arrivent à leur projet. Donc, on ne va pas leur faire rater des trucs pour qu'ils viennent nous voir. Ça n'a pas de sens. Donc, le mot-clé, c'est la coordination. Alors, pas que, parce qu'il faut se mettre d'accord sur le paradigme de base. Probablement que le plus dur à l'heure actuelle, c'est coordonner. C'est pourquoi, moi je dis souvent aux usagers, c'est pour que les usagers n'aient pas 2 sons de cloche ou 3 sons de cloche différents. C'est-à-dire que la coordination, ça veut dire se mettre d'accord sur le paradigme de base, qui est celui dont on a parlé, hein, d'accompagner la personne quand elle veut sur ce qu'elle veut. Mais si vous avez un psychiatre qui n'est pas d'accord avec ça, qui vous dit que vous n'êtes pas prêt, que ce n'est pas le moment, et qu'un centre de réhab à côté vous accompagne dans vos projets, il va falloir se mettre d'accord en fait. Donc l'idée, c'est de faire tout un travail pour lui expliquer nous dans quel paradigme on travaille, comment on fait, et encore une fois, de ne pas flipper. Mais c'est probablement le plus dur parce que moi, je mets les soignants en général, hein, et je ne parle pas que des psychiatres, hein, tous les soignants, dans 3 catégories pour la réhabilitation. En gros, hein, c'est pour caricaturer, mais on le voit au quotidien. Il y a les psychiatres très proactifs, qui sont un vrai plus pour l'accompagnement des usagers. C'est pas la majorité, mais c'est cool, qui sont à fond, donc sur les mêmes paradigmes, donc là ça roule. Il y a la majorité qui sont pas convaincus forcément, qui considèrent que c'est pas complètement leur travail non plus, mais qui bloquent pas. Donc ça roule. C'est ok, moi j'y crois pas trop, bon je vous laisse tester, mais bon allez-y quoi, mais je vais pas être bloquant. Ça c'est la grande majorité. On peut pas leur en vouloir, hein. En même temps, moi je dis souvent, hein, moi je suis pas un psychiatre vieux, j'ai été formé, j'ai fini l'internat il y a 5 ans. Bah, pendant mon internat, j'ai jamais entendu les termes rétablissement et réhabilitation. Donc on peut pas en vouloir à des gens de pas avoir été formés, de pas s'y intéresser, c'est un autre problème. Mais bon, la majorité, si ils disent écoutez, j'entends, bon, moi j'y connais pas trop, mais allez-y. Bon, ils bloquent pas, et c'est la majorité, honnêtement, des soignants. Et puis il y a ceux qui bloquent, qui de principe n'orientent pas vers les unités. Et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que bah, là, c'est plutôt des conseils c'est ce que nous, on a fait dans le centre dont je m'occupe, et ça, c'est un conseil pour les soignants, c'est que bah, du coup, pour éviter ça, pour éviter que les gens qui ont des psychiatres qui se sentent pas concernés ou qui ne croient pas au rétablissement personnel, à ces unités, bah, pour éviter qu'ils n'arrivent pas à nous comme ça, ben, il faut pouvoir s'auto-orienter, en fait. Moi, dans le centre dont je m'occupe, il y a un tiers des usagers qui sont auto-orientés. Et bah, tant mieux, comme ça, de toute façon, comme il n'y a pas de critères et pas de besoin de synthèse médicale, dit de prendre un traitement, dit d'être suivi pour collaborer avec le centre, et ben si les gens nous appellent, voilà, et puis après on appelle, s'ils ont un psychiatre, on appelle le psychiatre pour dire bah voilà, il nous a contacté, on a commencé une collaboration. Là, c'est compliqué pour un psychiatre de faire arrêter la collaboration quand même, hein. Donc c'est comme ça aussi qu'on contourne le problème. Voilà, le mot-clé par rapport à ta question, c'est la coordination. Et ça demande une précision. Et une temporalité hyper importante. Souvent, on nous apprend que la psychiatrie, on a le temps, c'est le temps long, mais c'est pas vrai, en fait. Il y a des moments à pas rater. Il y a des demandes à pas rater. On ne peut pas. Alors après, on va me parler de moyens, hein, c'est toujours pareil. On ne peut pas dire qu'un usager fait jamais de demande et que quand il fait une demande, on lui dise bah on en reparlera après, ou là c'est pas le moment, ou l'assistante sociale revient dans 3 mois, vous verrez avec elle. On peut pas faire ça. Et on peut pas en plus se plaindre derrière qu'il n'y ait pas de demande. Quand il y a une demande et qu'on la renvoie, on peut pas se plaindre. Donc il y a vraiment se donner les moyens d'être encore une fois dans la temporalité de l'usager, notamment chez les plus jeunes, voilà, où ils attendront pas 2 mois pour qu'on leur réponde. Donc, c'est aussi de faire nos preuves et organiser nos soins. Alors, on va me dire, oui, mais pour pouvoir voir les gens rapidement, il faut des moyens, etc. Peut-être qu'il faut des moyens. Plus on a de moyens, mieux c'est, hein.
mais se poser la question aussi de ce qu'on a transformé à moyen constant. Bien sûr que travailler comme ça, c'est faire des choix, c'est supprimer des choses, mais tu vois, nous, on a une unité où en moyenne, on accompagne 140 usagers, et ben, il y a jamais d'attente. Les gens qui nous font des demandes sont reçus dans la semaine. Mais parce qu'on a décidé que ça serait une règle immuable et qu'on organiserait tous nos soins, toutes nos propositions autour de ça. Donc, moyen constant, oui, mais moi, je pense vraiment. Commençons par déjà faire ça avec les moyens qu'on a. Et si on voit qu'on est limité après pour prendre plus d'usagers, pour faire plus de réseaux, etc., là, on demande de l'aide. Bien sûr, quand la psychiatrie manque dans moyens, mais pas que. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de nos moyens actuels. Je vais être rude, hein, mais faire des ateliers en veux-tu, en voilà, dans des hôpitaux de jour qui servent pas vraiment, qui sont plus occupationnels qu'autre chose, bah ouais, ça nécessite 2 soignants tout un après-midi. Bah, c'est 2 soignants qui sont pas dehors à accompagner un usager dans son projet de vie. Il faut faire des choix. C'est le point de crise hein, et de débat. Je pense que les demandes des usagers sont pas les mêmes et on peut pas faire les mêmes offres de soins qu'il y a 5 ans, 10 ans en fait. Donc se transformer à moyen constant, c'est déjà important et c'est possible. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, Nicolas, c'est que quand tu parles des 3 types de professionnels de santé, tu vois, j'ai parlé avec le PDG de Accor, et en fait, il explique exactement la même chose. Il explique dans la boîte, il y a les mecs qui avancent, les mecs qui sont entre deux, et les mecs qui bloquent. Mm. Et en fait, il dit le nerf de la guerre, c'est un peu d'isoler les gens qui bloquent pour qu'ils fassent autre chose et qui ne gênent pas le bon fonctionnement de faire prendre les gens proactifs, amener les gens qui sont entre deux à devenir proactifs. Et je trouve qu'aussi, c'est un sujet dont on parle assez peu, mais c'est comment est-ce qu'on optimise les soins. Parce que oui, dans le meilleur des mondes, on aurait plus d'argent. Maintenant, à un moment, on ne peut pas éternellement dire qu'il va y avoir plus d'argent alors que l'État est de plus en plus en difficulté financièrement. Enfin, ça, c'est un point de vue qui est hyper personnel, mais, mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est que l'État ne fait jamais assez bien les choses, ne fait jamais assez. Et en fait, on dit toujours, mettez plus d'argent. Et plutôt que de dire, mais en fait, bossez différemment, enfin, faites les choses autrement. Moi, ce qui me fait toujours halluciner, c'est que on va faire un temps d'attente, et d'ailleurs, ce que tu fais très bien, qui est extrêmement long, des personnes qui ne peuvent pas voir un psychiatre alors qu'ils sont en crise pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, même à certains endroits. Et du coup, ils ne voient pas leur psychiatre, ils prennent probablement pas les bons médicaments et autres. Donc, hospitalisation. Hospitalisation, donc là, ils voient réellement un psychiatre, mais ils voient même un psychiatre tous les jours pendant X temps avec des lits d'hôpitaux. Donc ça va coûter probablement, je n'ai pas les chiffres, mais 20 fois plus cher à ne pas avoir permis à cette personne d'aller voir un psychiatre rapidement que d'avoir attendu pendant 3 mois et que la personne soit hospitalisée. Mm. Et là, il y a un vrai problème d'organisation. Et ça fait du bien d'entendre ce discours de ta part, Nicolas, de voir que, ouais, il y a un moment où on n'est pas bien organisé. Je pense qu'on peut faire réellement les choses beaucoup plus efficaces. Et il y a des choses, bien sûr, qu'on va devoir arrêter. Et on ne va pas pouvoir bosser de la même manière. Maintenant, comme on dit, on fait avec les moyens qu'on a et il faut aussi trouver des solutions par nous-mêmes. Bon, là, je deviens trop engagé dans la parole. Non, c'est une vraie question parce que déjà, il faudrait enlever tout ce qui fait qu'on se mette des bâtons dans les roues. Typiquement, pour être orienté vers une structure à l'heure actuelle, généralement, il faut que le psychiatre fasse une lettre, une synthèse, etc. etc. Bah, tout ça, ça prend du temps. Qu'est-ce que ça peut nous faire si les gens s'auto-orientent? Les infos, on les aura après, et puis on demandera à la personne. C'est toujours pareil. Donc déjà, en fait, il y a plein de trucs pour lesquels on se met des bâtons dans les roues. Mais encore une fois, aussi par rapport à ça, toi, on en parlait au début, c'est aussi un état d'esprit. C'est que tant qu'on pensera qu'il faut qu'une personne avec une maladie psychique ait toute sa vie une structure accolée à elle, on ne s'en sortira pas parce que ça n'existera jamais, quels que soient les moyens en fait. Jamais on aura les moyens, et tant mieux, de mettre un hôpital de jour derrière chaque usager. Le problème, c'est que quand tu fais venir les gens pendant 10 ans, tous les jours, pour leur faire prendre leur traitement, pour manger, pour faire des activités,
Bah, le jour où tu fermes, où tu n'as plus de moyens, mais les gens, ils sont perdus. Mais pourquoi? Pas forcément à cause de la maladie. Tu as mis 10 ans à les désautonomiser. Qu'est-ce qui nous empêche, plutôt que de faire des piluliers tous les jours et faire venir les gens tous les jours, qu'est-ce qui a dit qu'on ne pouvait pas particulièrement, bah écoutez, cet après-midi, on va ensemble à la pharmacie à côté de chez vous. On voit le trajet, on voit comment ça fonctionne, on voit comment si c'est possible. En fait, on a toujours cette idée qu'on ne remet pas la personne au centre et qu'on ne l'autonomise pas. Donc forcément, bah, à un moment, on a donné le bâton pour le faire battre. On a dit qu'on accompagnait tout le monde toute leur vie, et bah, du coup, on n'est plus assez pour le faire. Et que quand, et on l'a vu, hein, quand pendant le Covid, les unités d'extra-hospitaliers, CMP, hôpital de jour, ont été fermées pour aller aider en intra-hospitalier, bah, d'un seul coup, il y a des gens complètement perdus bah, parce que ça faisait 10 ans, 15 ans qu'on les faisait venir à l'hôpital de jour tous les jours. Mais là, moi, je me questionne et dis oui, mais voyez, il n'était pas autonome. Ouais, mais pas autonome à cause de quoi? À cause de la maladie? Ou parce que ça fait 10 ans qu'on le désautonomise? À faire à sa place, à pallier, à machin, à dire qu'il faut venir, à pas, encore une fois, on en revient, à pas ce que la personne soit devenue son propre outil. Et je vais reprendre ton exemple tout à l'heure. Tu dis le bouclier, le psychiatre, le casque, le psychologue, peu importe. Et l'épée, j'aurais dire, l'épée, bah, l'usager, ses forces, ce qu'on lui a aussi donné comme outil. Il y a vraiment cette idée, mais en fait, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que de toute façon, si on continue comme ça, il n'y aura jamais assez de soignants ou de lieux en psychiatrie. Ça n'existera jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment très rapidement on fait des personnes leur propre outil euh, et quand c'est comme ça, il n'y a pas besoin de voir son psychiatre tous les 36 du mois, hein. Moi, des usagers que je suis, qui retravaillent, qui machin, etc., mais il y en a, je les vois tous les 3 mois, hein. Si à un moment, ils vont moins bien, ils ont mon mail, ils peuvent m'appeler, on anticipe. Mais pareil, pour certains, je suis sorti de ce truc, faut se voir tous les mois, machin et tout. En fait, c'est un équilibre à trouver, mais profondément sur mesure. Mais là, voilà, on n'est pas encore sorti de cette idée, voilà, qu'il faille une structure à côté de soi. C'est quand tu demandes à des gens suivis en hôpital de jour, par exemple, quand est-ce que c'est la fin, que ça soit le soignant ou l'usager, personne ne sait te répondre. Je dis, mais comment ça à la fin? Mais quand est-ce que l'hôpital de jour s'arrête? Et la réponse est, bah, il a besoin de nous. Ok, mais il a besoin de nous pourquoi? Non, mais ça, c'est que vous voyez, par exemple pour manger. Bah ouais, mais attendez, ça fait 10 ans que vous le voyez, vous ne pouviez pas travailler l'autonomie sur les repas, par exemple. Donc, en fait, bien sûr, les moyens, moi, je demande plus de moyens sur des choses pragmatiques. Par exemple, un case manager, au-delà de 15 usagers, il ne peut plus faire du sur-mesure et dans la temporalité. Donc, bah moi, c'est un exemple concret. Tu vois, si demain, je veux ouvrir le centre à d'autres maladies psychiques que la schizophrénie, il faudrait qu'on me donne plus d'usagers, pardon. J'aurais plus d'usagers, du coup, plus de case Pas managers. directement. Mais pas pour les mettre sous cloche, pour continuer à ce qu'il n'y ait pas d'attente et les accompagner dans leur temporalité. Donc, les moyens, oui, mais après, il faut voir comment ils sont redistribués, comment ils sont utilisés. Honnêtement, il y a des appels d'offres en psychiatrie, il y a des choses. Après, c'est ce qu'on en fait aussi, hein. Donc, moi, je suis déjà Ouais, pour se transformer à moyens constants. non, non, mais c'est hyper intéressant. Et voilà, il y a un moment, il faut repenser les choses. Et je trouve qu'il y a quand même une nouvelle génération qui arrive et qui a tendance, en tout cas, à mettre un petit coup et dans la fourmilière de dire, bon, on se réveille, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les moyens actuels et comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et l'autonomie, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont hyper stigmatisants. Le fait qu'on ne peut pas en parler en entreprise. Enfin, moi, j'ai fait plein de conférences de sensibilisation là-dessus. Mais en fait, vu qu'on ne peut pas en parler, bah, personne n'est au courant. Et vu que t'es personne n'est au courant, le jour où il y a une faille dans la personne, parce que ça fait partie de moi, entre guillemets. Enfin, je sais que toute ma vie, je vais avoir des émotions qui vont être plus importantes. Et donc, bah, quand il y a des risques, ils vont être plus importants. Donc, si j'ai pas tout de suite mon modèle de... Alors, quand je parle de pilier, de bouclier, d'épée, c'est vraiment ça. C'est en fait mais aussi mon filet, en fait. C'est qu'est-ce qui se passe sur mon plan d'action? Et je serais curieux d'avoir d'ailleurs ton avis là-dessus, Nicolas. C'est
on se crée sa boîte à outils, on se crée du coup son équipe et l'équipe est là pour aider le patient. Hein. Mais comment est-ce que toi tu ferais? Alors c'est compliqué comme question parce que chacun doit le faire de manière personnelle, mais est-ce que tu donnes des conseils pour se créer sa boîte à outils pour justement s'en sortir lorsqu'il va se passer quelque chose? Et comment est-ce que tu fais justement? Bah alors, c'est intéressant. Le retour à l'emploi est intéressant sur ce question-là parce que ça montre déjà sur quoi on doit être accompagné. Par exemple, pour la recherche de l'emploi, pour le retour à l'emploi, il y a la période de recherche qui a ses outils spécifiques, ses obstacles spécifiques, CV, entretien d'embauche, etc. Et tu l'as très bien dit, après, il y a le maintien. Parce que bon, ça sert à rien de trouver un truc si c'est pour que ça tienne un jour, quoi. Et le maintien, bah, c'est vachement plus compliqué. Parce que le maintien, c'est là où on est confronté à ce que tu l'as dit, parfois à la recrudescence de symptômes, parfois à la stigmatisation. Parfois, comme on n'a pas pu en parler, eh ben, on ne peut pas faire intervenir le case manager ou le job coach sur place, etc., etc. Parce que la divulgation, certes, permet d'amener de l'aide, des filets à l'intérieur de l'entreprise, mais la divulgation, si elle n'a pas bien faite ou en fonction de qui on en face de soi, peut amener de la stigmatisation qui a l'effet inverse. Donc, l'enjeu de la divulgation est hyper complexe, hyper sur mesure. Par contre, en fait, bah, c'est de l'anticipation, en fait, je pense. Généralement, les gens identifient assez bien quels obstacles ils vont rencontrer, par exemple, pour la recherche en emploi ou sur le maintien, notamment. Bah, donc, ça se travaille, hein, déjà, en amont. Comment, on va parler de maintien, comment on gère une critique, comment on gère des idées de persécution si on a l'impression qu'on nous en veut, comment on amène de la nuance, comment on amène, etc. Alors déjà, donc il y a des outils, ça se travaille, soit en amont. Alors en amont, c'est toujours un peu compliqué pour les usagers parce que, mais un peu comme tout le monde, souvent on attend d'être confronté à la situation pour dire que, mais bon, c'est normal, chacun veut faire son expérience hein, et c'est pas propre à la maladie psychique, ça c'est tout le temps. Hein. On a toujours, on a tous en tête une situation qu'on a vécue, on dit écoute, là, à ta place, c'est casse-gueule. Ouais, non, mais je pense que ça ira. Bon, ben, il a fallu qu'on aille se frotter au truc. Je pense que le point important, alors, identifier les obstacles et amener des outils spécifiques, et pas des trucs à la noix, hein, des trucs validés, des trucs qui marchent et centrés sur vraiment l'environnement de la personne. Et juste par rapport à ces outils validés, est-ce que tu en Ouais. as peut-être un à recommander en particulier? Alors, il n'y en a pas un parce que, alors, de manière très générale, on va dire, ce qui est mis sous les plans de prévention de la rechute, c'est identifier moi, quand je vais moins bien, qu'est-ce qui se passe? Quelle situation peut me mettre dans cette situation-là ou dans cet état-là? Qu'est-ce que j'ai déjà appris ou qu'est-ce qui est à venir pour que je puisse gérer ça? Qui je peux appeler, etc. C'est plutôt général. Après, les outils qu'on va y mettre, c'est propre à la personne. Est-ce que la personne a peur de fléchissement thymique, de l'anxiété sociale, de la gestion d'une remarque, de la gestion de la fatigue, de la gestion des horaires? Et c'est là où on rentre vraiment dans le cœur de la réhab, c'est que tout ça, c'est vraiment très individuel, très sur mesure, qu'il y a des outils pour tout, mais qu'on ne va pas tout faire pour tout le monde. Donc, en fait, par exemple, il y a des échelles hein, d'évaluation des obstacles, par exemple sur le retour à l'emploi, des gens qui vous disent à quel point vous pensez que ça va être un obstacle et à quel point vous pensez à l'heure actuelle qu'il est surmontable ou pas seul, cet obstacle. Et bah, si la personne dit, bah, écoutez, ça va être un gros obstacle et je ne me sens pas de le surmonter, bah, il faut amener un outil. Alors, bah, si c'est de l'anxiété ou de l'habileté sociale, bah, on travaille ça. Si c'est des voix, c'est de la TCC des voix. Si c'est je ne sais pas qui appeler, bah, on voit ce qu'on met en place. C'est vraiment rentrer dans le cœur et le sur-mesure, vraiment. Mais le sur-mesure, limite à l'extrême, hein. C'est vous êtes dans cette entreprise, sur cette tâche-là, vous êtes en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de travailler de manière écologique, en fait. Donc, au plus près, c'est pas s'entraîner chez soi ou derrière les murs de l'hôpital. C'est de se mettre dans la situation sur place qui vous gêne. Donc, ça veut dire dans l'entreprise, en fait, hein, mais ce qui repose la question de la divulgation. On y revient. Donc, en fait, des outils, il y en a pour tout, quasiment. Pour la TCC a forcément quasiment une réponse. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais en tout cas, des choses à proposer, valider à beaucoup de gens. Tu rajoutes ça, plus la déstigmatisation, plus. Alors, juste, pardon, Nicolas, Ouais, est-ce que tu peux juste définir ce que c'est que la oui, TCC pardon. et pourquoi est-ce que tu utilises ces outils, justement? Alors, la TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale,
Donc, c'est un type de psychothérapie. Pour se former en TCC, quand on est psychiatre ou psychologue ou autre, on n'a pas forcément une formation en TCC. C'est en plus. Pour être un soignant qui fait de la TCC, il y a quelles que soient tes études, il y a un diplôme universitaire en plus de 3 ans. Voilà. Moi, par exemple, j'ai fait que la première année, par exemple. Donc, je ne peux pas me mettre sur l'Agence française de TCC, dire que voilà, j'ai une base, mais je n'ai pas été au bout de la formation. Donc, la TCC, c'est vraiment travailler sur la personne ramène une situation pour laquelle elle est en difficulté, qui génère soit des cognitions, une pensée qui va entraîner des émotions, et donc un comportement qui est toujours, voilà, typiquement, la TCC marche très bien sur les troubles anxieux, sur les phobies, très bien sur les voix, sur les idées délirantes. L'idée, c'est de faire un peu des hypothèses aussi alternatives qui entraînent des émotions alternatives, qui entraînent des comportements alternatifs. Ouais, il y a un exemple que j'aime bien donner qui est un peu, qui est restreint, hein, c'est la TCC, c'est beaucoup plus large que ça, mais qui parle généralement à tout le monde. Je dis souvent, vous êtes en couple, vous êtes quelqu'un d'un peu inquiet sur les relations, parfois un peu jaloux. Vous essayez de joindre votre copine, ça sonne, elle répond pas. Merde. Bon, je réessaye, ça sonne plus, direct répondeur. Cognition un peu des fétistes ou machin. Elle veut plus me parler. Elle a coupé son téléphone. Elle est avec un autre. Elle est en train de me quitter. Etc., etc. Ça, cette façon de traiter ce qui vient de se passer va entraîner des émotions pas très agréables, de l'anxiété, de la tristesse, de la panique, voilà. Et cette même émotion, du coup, due à ce traitement de la situation, va entraîner un comportement. Du coup, j'arrête pas d'appeler. Du coup, je laisse plein de messages sur le répondeur. Je donne plein de SMS, etc., etc. 1 heure après, elle me rappelle. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as laissé 100 messages, 200 textos. J'étais en réunion, j'ai coupé mon téléphone. Mais par contre, bah non, là, tu te rends compte, Nicolas, c'est plus possible d'agir comme ça, donc ça va s'arrêter là. La TCC, qu'est-ce que ça va faire? Même situation, j'appelle, ça sonne, je rappelle au répondeur, wow, elle va me quitter. Ou sinon, elle passe dans un tunnel. Ou sinon, elle est en rendez-vous. Ou sinon, elle a plus de batterie. On fait des hypothèses alternatives. Et ces hypothèses alternatives, on se rend bien compte que l'hypothèse, elle est en train de me quitter versus elle a plus de batterie, génère pas la même émotion. On est moins stressé dans une des deux hypothèses. Du coup, notre comportement va être différent. Bah écoute, tu dois être occupé, rappelle-moi quand tu es dispo. En gros, la TCC, c'est ça. C'est face à une situation gênante pour une personne, c'est d'identifier quelle cognition, comment on a traité l'information, quelles émotions ça génère et quel comportement ça génère pour entraîner du coup des cognitions alternatives qui entraînent des émotions alternatives et donc un comportement alternatif qui a moins de conséquences que le comportement qu'on avait. Donc, au lieu d'être sur une autoroute de pensée et d'émotions, on essaye de mettre plein de petits chemins et faire que cette première cognition, on va me quitter, soit disparaisse, soit juste un bruit de fond. Ça existe pour les voix, de la TCC des voix. On arrive à essayer de mettre à distance les voix. Pareil pour les idées délirantes, c'est pareil, hein, amener du doute. Mais est-ce que mon hypothèse est la seule possible? Est-ce qu'on n'est pas en train de me jouer des tours, etc. Il y a des programmes comme ça, mais qui commencent parfois sur des trucs simples. Hein. Il y a une personne sous un pommier, la pomme lui tombe sur la tronche. Hypothèse, on m'a jeté une pomme. Il y a peut-être une autre hypothèse. En fait, c'est d'amener de la nuance. Mais c'est bien là qu'on se rend compte qu'aussi, tout le monde devrait faire ça, hein, dans la vraie vie. Hein. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, et je trouve que c'est un sujet dont on parle assez peu. Moi, j'en parle pas mal avec des potes et de leur dire, en fait, moi je consulte, mais tu pourrais consulter aussi, hein, ça te ferait du bien. Et aujourd'hui, je connais quasiment pas un entrepreneur ou une personne, même qui n'a pas au moins un coach ou un psychiatre ou un psychologue, parce que c'est une aide pour être mieux dans sa vie. Et entre guillemets, on parlait du boss avec l'épée bouclier. Bon, si tout le monde a son épée et son bouclier, c'est bien aussi. Mais oui, bon, après, ce que tu sais, c'est, pour continuer à l'analogie que tu faisais, c'est pas parce qu'on joue le jeu en mode facile
qu'à un moment, ça peut pas être plus difficile, en fait. C'est ça. Mais effectivement, on peut penser qu'effectivement, si on attaque en mode difficile, en mode expert, bah, il y a d'autres obstacles, donc il faut s'outiller un peu plus. Mais encore une fois, l'avantage aussi des TCC, c'est pareil, c'est que alors, pourquoi aussi ces outils-là, hein? C'est parce qu'il y a une littérature énorme sur le sujet, que ça a été validé dans tous les sens C'est et que ça. ça marche. C'est pas le cas de toutes les psychothérapies, c'est pas le cas de tous les outils. Donc, de fait, on essaye quand même de proposer aux gens des choses qui ont montré leur efficacité. Mais après, c'est le cas des TCC. Par contre, derrière, effectivement, efficacité au service de quoi? Juste lever un obstacle pour lever un obstacle ne sert à rien. Juste lever un obstacle au service d'un projet d'un usager, là, on reprend ce qu'on disait au début. C'est ça. Et en fait, on se concentre vraiment sur un objectif. Donc, l'usager doit venir en fait en consultation, va venir, enfin, que ce soit quel que soit le soin. C'est voilà mon objectif de vie et comment est-ce que je vais faire pour que l'équipe qui me soutient, donc ça peut être le psychiatre et même les proches et autres, c'est comment est-ce qu'on va réussir à atteindre mon objectif. Ouais. Et ça change tout dans la logique, parce que dans la motivation, dans les moments difficiles, quand on a potentiellement envie de rechuter, parce que ça arrive aussi par rapport aux addictions, de se dire, non mais attends, moi j'ai mon objectif, je vais donner un exemple personnel. J'ai fumé lorsque j'étais étudiant. J'ai fumé de la marijuana, et j'ai trop fumé. Et quand j'ai un pote, par exemple, là, ça m'est arrivé, on est au moment de la fin de la Coupe du Monde, qui a fumé pendant un match. Et à un moment, j'ai eu envie de fumer. Je me suis dit, ah, je suis stressé, machin. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais ton objectif de vie, c'est quoi? C'est de réussir au stage, c'est d'aider plein de monde, etc., etc. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi de ne pas être tenté et de refuser. Bah, Et, ça pardon, rejoint. vas-y. Non, non, mais tu as complètement raison. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment, le simple argument de attention, si vous ne faites pas ça, 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 vous allez rechuter, ne peut pas, ne peut pas tenir toute une vie. Mm. Mais déjà parce que c'est pas instinctif. Déjà, les traitements qu'on te donne, c'est pas instinctif. On continue à les prendre quand on va bien. Déjà, c'est pas instinctif. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Personne ne continue à prendre un Doliprane alors qu'il a plus mal à la tête. Donc déjà, et même un moment, donc comme tu disais, un moment, c'est pas que je le fais pas parce que j'ai peur de rechuter. Je le fais pas parce que demain j'ai un entretien d'embauche important, demain je visite un appart, demain j'ai un rencard, demain j'ai ou comment en fait, comme on t'a amené de l'aide un peu par une autre porte et différemment, c'est d'autres arguments pour toi au moment où c'est plus dur. Après, attention, hein, point important parce que c'est souvent caricaturé comme ça, il faut y faire attention. On peut être accompagné dans une unité de réhabilitation sans savoir ce qu'on veut faire de sa vie, notamment pour les plus jeunes. Il faut faire attention. Souvent, on est caricaturé. Non, mais chez vous, il faut arriver avec un business plan. Pas du tout. On peut arriver, écoutez, moi je faisais ça, je suis tombé malade, je sais plus ce que j'ai envie de faire. Ça suffit, voilà. Faut faire attention à ça parce que dans la réhabilitation psychosociale et le parcours de rétablissement, on parle beaucoup de reconstruction. Mais encore faut-il que la maladie nous ait laissé nous construire, en fait. Et comme on sait que les maladies psychiques peuvent arriver très tôt, 15, 16, 17, parfois les gens ont été freinés dans leur projet avant même qu'ils aient eu le temps de se construire. Donc ça n'a pas de sens de leur parler de reconstruction, ils n'ont même pas eu le temps de se construire. Qui j'ai envie d'être c'est pas pour rien que beaucoup de médiateurs de santé père ou autres sont des trentenaires. C'est que pour se retourner là-dessus, il faut avoir cette idée, je me suis reconstruit avec des valeurs, mais parce que je savais quelles étaient mes valeurs moi à 16 ans, je savais pas qui j'avais envie d'être comme personne, en tant que valeur, voilà, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Donc aussi, voilà, la réhabilitation, c'est parfois tout simplement réinculquer l'espoir que tout est possible et de ne se fermer aucune porte. Et puis après, je sais pas toi, mais honnêtement, hein, après, moi, j'aime bien cette comparaison, souvent sur la tranche d'âge. Je dis, écoutez, à 19 ans, que votre fils ou votre fille ne savent pas ce qu'il veut faire, c'est pas dû à la maladie, ça, hein, c'est beaucoup. Donc voilà, et il faut faire attention à ça parce qu'on a parlé aussi beaucoup de travail. Être établi ne veut pas dire forcément retravailler, hein. Il y a des gens qui se disent que
moi, être établi, j'ai mon AH, ça me suffit, ça me permet de faire des loisirs, d'être épanoui. Aucun souci. Il n'y a aucune, il faut faire attention, pas tomber dans retravailler, c'est métro, boulot, dodo, hein. Il y a des gens qui vivent seuls et ils se sentent rétablis grâce à ça. Il y a des gens qui vivent en foyer et ils se sentent rétablis grâce à ça. On l'a dit au début, chacun a sa définition propre et il n'y a aucune injonction à quoi que ce soit. Et chacun, c'est son propre rythme. Juste peut-être un tout petit détail, je trouve qu'on a tendance à oublier, c'est le bénévolat. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez et que je pense à pas mal de personnes que j'ai rencontrées qui ont eu une hospitalisation assez longue. Le bénévolat, c'est une manière plus soft de remettre les pieds dans une certaine routine. Mais je pense que la routine, sans même parler du travail, est essentielle. En tout cas, sur le sujet de la bipolarité. Et si vous choisissez de ne pas travailler, parce que c'est votre choix, maintenant, c'est comment est-ce que vous allez tout de même avoir un rythme qui va vous permettre d'avoir une bonne hygiène de vie. Si jamais, entre guillemets, vous ne bossez pas et que vous levez un jour à midi puisque vous êtes couché tard et le lendemain à 7 heures du mat, c'est plus compliqué. Mais après, ça, c'est un avis personnel, je ne devrais pas rentrer dans le sujet. Moi, tu vois, je l'aborderais en même temps, c'est pourquoi la personne, un jour sur deux, se lève à midi? Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Est-ce qu'on est bloqué par un symptôme? Est-ce que on n'a pas de projet? Est-ce que, etc., ou on n'y croit plus? Encore une fois, il y a mille façons. Après, le bénévolat, oui, peut être dans la boîte à outils, clairement, de la réhab. Il y en a à qui ça permet voilà, de repartir sur soit un rythme, soit sur une place. Il y en a, maladie psychique ou pas, que le bénévolat gonfle. Voilà. Et ils ont le droit. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours tendance à me poser la question, euh, si la personne reste chez elle, ou etc., euh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas réamorcé en termes d'espoir? Parce qu'effectivement, parfois aussi, ces personnes-là, on leur a dit non aux peu de propositions qu'ils faisaient. Et je te disais tout à l'heure, on nous dit la psychiatrie, c'est le temps long. Ben non, en fait. Et particulièrement, parfois, il y a une demande, il y a une chose, une toute petite. C'est pas fou, hein. Parfois, c'est aller manger une glace ou un truc, mais il y a une demande. Il faut sauter sur la demande. Une demande en amène d'autres. Mais c'est pour ça qu'il faut être très vigilant à ça. Et puis identifier de manière pragmatique qu'est-ce qui bloque. Parce qu'on n'amène pas les mêmes outils s'il n'y a pas d'espoir, ou si c'est de la dépression, ou si c'est des symptômes négatifs de schizophrénie, ou si c'est. Donc, l'idée, c'est pas juste se dire, pour les soignants, pour l'entourage général, ah bah il sort pas, c'est pas bien, c'est pourquoi. On décortique. Et c'est là où ça demande, voilà, faire de la psychiatrie, c'est pas mettre des packages pour tout le monde toujours les mêmes, c'est réfléchir, essayer de comprendre. Est-ce que ce qui bloque, c'est inhérent à la maladie? Est-ce que c'est inhérent à la personne? Il y a des gens, il y a des feignants, hein, et il y a des gens, ils sont plutôt feignants et ça, la maladie n'a rien à voir là-dedans. Il y a des gens, ils sont hyper actifs, ils ont toujours envie de faire quelque chose ou toujours sortir, et c'était le cas avant la maladie. Donc, est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que ça manque d'espoir? C'est vraiment toujours se questionner, du coup, sans jamais présumer. Ça, je pense que c'est le mot-clé. On a dit coordination, ne jamais présumer de pourquoi quelqu'un fait ci ou fait ça. Tu as des catchphrases qui sont juste énormes. et en fait, moi, j'aime bien, on utilise beaucoup le terme espoir, mais en fait, je ne le dis jamais, mais upstage, c'est les étapes de l'espoir. Et pour moi, ça correspond vraiment à ce que j'ai vécu, de se dire, en fait, étape par étape, en fait, on reprend espoir et on se remet, en fait, ces piliers pour avancer. Alors, on avait dit 1 heure, mais je ne sais pas si tu as encore quelques minutes, comme tu veux, Nicolas. C'est bon. T'as encore 5 minutes, ça marche. Non, mais c'est hyper intéressant. Et tu vois, tu parlais d'espoir, mais moi, j'entends pas encore assez le discours que tu as sur la réhabilitation. Et moi, ça me donne vachement espoir de voir qu'il y a quand même, et je le pense, il y a quand même une différence de génération où il y avait quand même pas mal de choses qui étaient faites sur la psychanalyse, le fait que le patient n'était que un... C'est marrant si tu parlais de usager. Et c'est encore, je trouve même le terme usager, c'est quelqu'un qui utilise parce qu'il n'a pas le choix. Et un peu quand on se plaint de la SNCF, on dit bah ouais mais j'ai pas le choix, je suis usager de la SNCF. Mais en fait
moi, j'aime bien utiliser même le terme client, entre guillemets, de manière positive, hein. Que font les Canadiens, d'ailleurs. Ah, c'est intéressant, je ne Ouais. savais pas. Et de se dire que, ouais, en fait, c'est ton client, et si jamais tu lui donnes pas ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie par rapport à ses objectifs à lui, et ben, en fait, il faut qu'il te quitte. Ouais. Et d'un petit peu redonner la main, de dire, en fait, vous avez le choix en tant que personne bipolaire, vous pouvez être suivi par tel psychiatre ou tel autre psychiatre, que parfois, oui, c'est pas facile, hein, dans les faits, il n'y a pas toujours les moyens qu'il faut, mais en tout cas, vos objectifs à vous, c'est bien sûr, vous êtes responsable et vous êtes dans la possibilité de tous le faire. Il n'y a pas de limite, tout le monde peut se faire sa boîte à outils, tout le monde peut se faire ses objectifs. Et justement, par rapport à ça, alors c'est plus une question de fin, mais comment est-ce que toi, tu ferais... Enfin, alors ce que tu fais est déjà hyper concret avec Soyez Riab. C'est un super bouquin, alors que je ne l'ai pas encore lu en toute sincérité, mais qu'il va falloir que je lise. Et, euh, et du coup, de se dire, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose dans la santé mentale, sur quoi tu te concentrais? Bah, c'est clairement l'approche globale de la personne, en fait. Parce que tout vient de là. En fait, et c'est marrant, tu disais usager, mais moi je parle d'usager pour éviter le terme patient, parce que pour moi le patient, ça réduit la personne à sa maladie et au rétablissement médical. Après, concrètement, c'est quand je parle d'un groupe de personnes, hein, les personnes de main vierge, on les appelle par leur prénom et c'est très bien comme ça. Voilà. Mais en fait, je pense que tout vient de là, de comment on appréhende la personne qu'on a en face de nous. Parce que si on la réappréhende sur le fait que ça devient évident pour tout le monde, que ces demandes sont légitimes, qu'il faut les accompagner dans leur temporalité, qu'elle a le droit de s'en aller, qu'elle a le droit de revenir, qu'elle a le droit. Si on part de ce principe-là hyper simple, tout en découle en fait. Parce que notre offre sera différente, notre respect de la personne en face et la compréhension sera différente. Du coup, comme les demandes seront perçues, bah, l'offre devra changer. Euh, Tout découle. On est encore dans cette idée, beaucoup, avec une maladie psychique chronique, c'est trop compliqué, et le mieux, au max qu'on puisse faire, c'est que les gens ne rechutent pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et on sent quand même que si j'avais une baguette magique directe, j'essaierais d'enlever la peur des aidants et des soignants, parce que ça tient là. On est tellement flippé de laisser les gens vivre leur vie qu'on les met sous cloche. Mais c'est terrible, hein, ça se veut bienveillant. Mais moi, je vois encore, on n'arrête pas une. Là, quand tu interroges, oui, mais pourquoi là, vous arrêtez pas? Il n'a plus besoin de vous. Bah oui, mais au cas où. Eh non, on arrête. Et si la personne a besoin de nous, elle revient. On n'arrive pas à arrêter des prises en charge. Après, on se plaint qu'il n'y a pas de place. Mais on n'arrive pas à arrêter. Mais bon, on n'arrive pas à arrêter parce que aussi, en amont, on a été très flou sur qu'est-ce qu'on fait ensemble. Quand on sait où est-ce qu'on va, il y a toujours une fin. Quand on ne sait pas pourquoi on est rentré, il n'y a jamais de fin. Donc, mais j'enlèverai la peur. Et en fait, même au niveau des médicaments, peut-être ce serait une dernière question, parce que je trouve qu'on en parle assez peu. C'est que, alors, la plupart des personnes que j'ai rencontrées se disent que les médicaments, ils sont prêts à les prendre pendant une durée déterminée, mais qu'en fonction de l'évolution de la pathologie, ils veulent ensuite potentiellement réduire ces médicaments. Ouais. Et j'ai l'impression c'est un peu ça, c'est que vu que les objectifs sont pas dits dès le début, qu'on n'a pas se dire, ok, bah aujourd'hui on va se voir, enfin avec mon psychiatre, je sais pas, une fois par mois, et personnellement je prends des médicaments, mais dans 3 ans, ça se trouve ça va changer. Hmm. Et comment est-ce qu'on fait peut-être pour réduire les médicaments? Et est-ce que ça, ce serait, enfin moi je trouve ça génial parce que en fait les personnes concernées, vu qu'ils n'ont pas ce discours et ils n'ont pas cet échange de dire, mais en fait, moi, entre guillemets, j'ai envie de réduire, ou bah, en fait, ils arrêtent par eux-mêmes et c'est là où ça peut se crisper et ça peut devenir une catastrophe. Mais je te laisse le mot de la fin si tu avais un truc pour conclure. Non, mais pour les traitements, je pense que c'est important. En fait, c'est comment on amène, comment on alimente la balance bénéfice-risque, en fait. Moi, j'ai des gens qui. C'est sûr que quand tu parles que de maladie, que de symptômes, que de traitement, tu réduis ça à, écoutez, moi, je pense que c'est bien que vous le preniez. Ouais, mais moi, je veux l'arrêter. Ouais, super. Ça mène à rien. Par contre, euh, plus tu amènes des projets de vie, plus tu amènes, t'alimentes, plus, bah, j'aimerais bien l'arrêter.
mais ma vie me convient et j'ai le doute de savoir si je rechute. Parce qu'il y a un truc où on est tous d'accord, hein, quel que soit, c'est que quand on est hospitalisé, tout s'arrête en fait. Il ne se passe plus rien. Les amis, la famille, le boulot, tout ça se met entre parenthèses. Donc en fait, le problème, c'est que si tu n'alimentes pas la vie des gens, encore une fois, on en revient tout à l'heure, si la vie c'est de la merde, à un moment, tu tentes ta chance sans traitement. Vraiment. Enfin, ça serait bizarre de ne pas le faire. Par contre, si ta vie est épanouissante, l'argument, non pas que tu vas rechuter, mais que cet équilibre que tu as acquis sur tes compétences à force de travail, d'abnégation, prendre le risque que ça s'arrête, tu regardes pas la situation sous le même prisme en fait. Donc pour moi, la question des traitements, c'est même pas qu'elle est directe ou pas, c'est en fait limite c'est un faux débat sur le prisme. C'est sûr que si j'accompagne la personne juste, prenez-le parce que sinon vous allez rechuter, bah à un moment elle arrêtera. Par contre, si tu mets du sens à la personne et que la personne y voit du sens, moi, c'est ce que j'appelle l'insight projet. Donc, comment tu prends, on passe souvent la conscience des troubles, l'insight, etc. Moi, mon objectif, et puis après, ça appartient aux personnes, c'est de leur montrer que le traitement peut être une partie qui lève les obstacles vers certains projets. Déjà qu'une partie, et que bah, du coup, voilà, si on l'arrête, ça peut prendre un risque que ces projets, les siens, se voient freinés. Voilà. C'est le cas pour certains, c'est pas le cas pour d'autres. Mais encore une fois, c'est comment on alimente ce débat et par quel prisme on aide l'usager à le voir sur plein de choses et pas uniquement je suis obligé. Parce que dans ces cas-là, évidemment, c'est binaire et c'est juste un débat sur moi, je pense que c'est bien, bah moi, c'est moi qui le prends et je pense que c'est pas bien et ça mène pas à grand-chose. Donc, c'est déplacer le prisme aussi. Mais c'est hyper intéressant et je tiens vraiment à te remercier, Nicolas. C'était l'un des plus beaux échanges que j'ai eu sur le podcast, vraiment. Et Gentil. c'était hyper, ça ouvre les yeux sur des choses et ça donne espoir, quand je reviens vers ça, de voir qu'en fait, oui, on va dans la même direction pour quand même pas mal de monde et que ça change et que ça change pour le mieux. On est en train de trouver des solutions et t'en fais partie et bravo vraiment pour ce que tu fais. Bah, Enfin, c'est vraiment cool, quoi. c'est gentil, merci. Oui, oui, on est plusieurs à vouloir essayer que ça bouge, hein, que ça vienne des soignants, des usagers. Après, voilà, le chemin est encore long, mais il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Et ben, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bonne journée à tout le monde. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.